Le Témiscamingue regorge de faits historiques, de moments importants et de diverses actualités de tout genre. Puisqu'il est facile d'oublier le passé, TV Témis veut mettre en valeur et faire redécouvrir notre patrimoine écrit. Voici Histoire mot à mot, épisode 3, les événements. Voici un extrait de Fabre, son Histoire et ses gens, 1890-1990, de Marc Riopel et le comité du centenaire de Fabre. En janvier 1967, débutent les démarches dans le but d'organiser un festival régional de l'érable. Fabre possède à cette époque la seule érablière exploitée dans la région. Les organisateurs espèrent attirer beaucoup de gens à cette activité populaire. Les profits, s'il y a lieu, serviront à aider au financement des loisirs des plus jeunes et à l'entretien des équipements. L'idée de ce festival fait son chemin et à la fin du mois de mars 1967, les organisateurs dévoilent la programmation du premier festival de l'érable de Fabre qui se tient au début du mois d'avril. Il s'agit du premier festival de l'érable à voir le jour dans le nord du Québec. Les activités se répartissent sur 2 fins de semaine. Le programme des festivités se lit comme suit. Samedi 1er avril, présentation des duchesses à 20h30, suivie d'une danse avec les étrangers. Samedi 15 avril, ouverture du Festival de l'érable à 13h au centre du village. Il y aura des kiosques de jeux pour enfants, entrée gratuite pour eux, et pour les adultes, des promenades en poney, un restaurant avec des souvenirs, etc. Une cabane à sucre sera installée sur les lieux. À 20h, couronnement de la reine des sucres à l'extérieur et tirage des prix de 25 $ et 50 $ à la suite de la vente des billets. Un bar sera tenu pour les adultes. Ensuite, aura lieu le bal de la reine. Dimanche, le 16 avril, jour de Boostify. À compter de 13h, on pourra déguster tous les délices de l'érable, participer à divers jeux et assister à des distractions. En soirée, danse à l'extérieur et à l'intérieur. Le Festival de l'érable est organisé par l'Association des loisirs de Fabre. D'année en année, il gagne en popularité. Ainsi, en 1970, on estime à 1500 personnes ayant franchi les portes d'entrée du terrain. Cette année-là, le comité organisateur se compose de Denis Drouin, président, Adélard Larochelle, vice-président, et Jean-Yves Pellerin, secrétaire trésorier, en plus d'une dizaine de bénévoles. Le succès annuel du festival fait que cette activité est encore présentée à Fabre en 1990. Sa réussite tient à la participation populaire ainsi qu'aux efforts et à l'énergie déployée par les nombreux bénévoles. Extrait du journal Le Témiscamien, 29 juin 1983, un texte de Claudette Allais. Pour la 3e année consécutive, Ville-Marie présentera ses prestigieuses régates internationales. Plus de 100 bateaux de catégories aussi impressionnantes que les SS, Can-Am et Grand Prix se feront compétition afin d'améliorer ou de maintenir leur classement à l'échelle internationale. Bien que les courses suffiraient amplement à procurer aux nombreux spectateurs un divertissement complet en lui-même, les organisateurs ont voulu créer autour de l'événement de nombreuses autres festivités aussi intéressantes les unes que les autres. Qu'on pense par exemple aux compétitions de planche à voile des 16 et 17 juillet, à la compétition de natation, au rallye d'auto et aux diverses soirées organisées soit au Vieux-Fort ou à l'Arena. Une activité d'aussi grande envergure que le Festival du lac Témiscamingue demande des mois de préparation et une foule de bénévoles. Cette année encore, près de 500 personnes travailleront afin que nos visiteurs soient bien reçus à Ville-Marie et apprécient leur séjour chez nous à sa juste valeur. Comme les années passées, nos commerçants verront leur chiffre d'affaires augmenter lors des régates. Ce sera également l'occasion pour nos visiteurs d'apprécier la chaleureuse hospitalité des gens de Ville-Marie. Pour ce faire, de nombreuses commodités supplémentaires sont prévues. Des terrains de camping improvisés seront aménagés pour l'occasion sur la rue Boivin et sur le terrain de l'Arena. Les restaurants demeureront ouverts plus tard. Certains même ne fermeront pas du tout leurs portes durant les 2 jours des courses, soit les 22 et 23 juillet. Des restaurants seront organisés sur les sites des diverses activités. Depuis plus de 4 mois, les bénévoles impliqués plus directement dans l'organisation travaillent très fort pour que tout soit parfait et que les erreurs ou oublis des années passées soient corrigés.
Il va sans dire qu'une telle organisation apporte quelques petits inconvénients. Durant la fin de semaine des courses, des barrières seront posées dans différents secteurs de la ville. La circulation sera plus dense et plus lente, les stationnements plus rares et le bruit s'amplifiera quelque peu. Mais que sont ces petits dérangements comparés à tous les avantages de préparer des régates d'une telle envergure chez nous? Ville-Marie sera en fête et tout le monde en profitera. Voici un extrait du journal Le Témiscamien, 27 juillet 1983, texte de Joline Lalonde. Seule la pluie diluvienne qui s'est acharnée sur Ville-Marie en fin d'après-midi samedi aura modifié quelque peu le cours des régates 1983. Mis à part cet incident naturel qui a dérouté les campeurs, la présentation des 3e régates internationales aura connu un franc succès, tant par son organisation que par la qualité du spectacle qui y était présenté. Les Leboeuf, Théoret, Brossoit et compagnie ont en effet offert des performances remarquables, et les courses ont été, en certains cas, très serrées et enlevantes. Des milliers de spectateurs, nos estimés seront plus modestes que ceux de Jacques Beauchamp, environ ou 7000, s'étaient amassés sur la rive de la baie des Pères de Ville-Marie pour la seule journée de dimanche. Regroupés en famille ou entre amis, ces Témiscamiens et ces touristes fraternisaient gaiement, bière en main. Ils étaient aussi plusieurs centaines à participer aux divers spectacles de fin de soirée à l'Olympia, de même qu'au couronnement de la reine 1983, Lynn Charland de Val-d'Or, anciennement de Notre-Dame-du-Nord. Une fête estivale bourdonnante d'activités donc, dont tout le succès repose sur une équipe d'environ 400 bénévoles. Résultat des compétitions de dimanche. Daniel Brossoit de Valleyfield a remporté la classe 145 au volant de sa Pixie, en marquant un temps de 94,68 milles à l'heure. Ron Bro de Saint-Étienne au volant de l'Odyssée et Jean Théoret, le neveu de l'autre, pilotant l'étoile filante, le suivait dans sa course. Filant à 98 milles à l'heure, l'Ontarien Stephen Q, It's Quick, a raflé les honneurs de la classe 280. À sa suite, Harry Richardson, Just a Tad More, et Jeffrey Richards, Taboo 2. En classe 360, le Général C, piloté par Michel Favreau, a connu le meilleur temps, 98 milles à l'heure. Kenneth Elwig de Sarnia, Norton Star et Jeffrey Richards, Taboo 2, terminaient respectivement 2e et 3e. Dans la classe la plus rapide, soit la Can-Am, Andrew Kaczmarek, Can-Am Express, a marqué une vitesse de 121 milles à l'heure. Voici un extrait du cahier Laverlochère de la Société nationale des Québécois d'Abitibi-Témiscamingue. Le 23 août dernier avait lieu dans notre paroisse une exposition agricole. Au début de la journée, la mauvaise température tenta de faire échouer cette démonstration, mais heureusement que le beau soleil fit refléter ses rayons sur le sol, ce qui contribua à faire de ce jour un succès. De nombreux visiteurs furent très enchantés de venir jeter un coup d'œil sur les exhibits que les membres du Cercle agricole avaient bien voulu apporter. On examina surtout avec intérêt et satisfaction les jardins scolaires que les élèves de Monsieur le professeur Bélan avaient su rendre attrayants. Cette fête des cultivateurs fut rehaussée par la présence de Monsieur l'inspecteur Royer, Messieurs L. Joe Bégin, E. Houle, L. Rouellan, P. Apaquin, agronome de la région, Messieurs Stanislas Brien, J. Pilon, agronome de l'Abitibi. Tous ces dignes visiteurs ont dû porter leur jugement afin d'accorder les prix aux concurrents. C'est d'une manière consciencieuse qu'ils s'en sont acquittés. Madame Pierre Plante de Lorrainville, malgré ses nombreuses occupations, a accepté la charge de juger les produits domestiques. Pour clôturer cette exposition, messieurs les agronomes prononcèrent chacun un intéressant discours. La fête se termina ensuite par le chant de l'hymne national. Toute la paroisse remercie cordialement ceux qui ont pris part à cette exposition. Voici un extrait du cahier Laverlochère de la Société nationale des Québécois de l'Abitibi-Témiscamingue. Messieurs Édouard Neveu et Azari Durand sont à préparer un vaste champ de course où l'on trouvera divers autres amusements qui procureront beaucoup de plaisir à toutes les classes de la société. Ainsi, c'est avec joie que nous souhaitons à l'avance la bienvenue à toutes les personnes qui voudront bien assister aux courses de chevaux qui auront lieu le 19 juillet prochain sur le nouveau terrain. Mercredi, le 19 juillet dernier, avait lieu pour une première fois des courses de tout genre qui furent fort appréciées des spectateurs.
Bien que les gens fussent occupés aux travaux des champs, nous pouvions voir une foule assez considérable de personnes venues de différentes paroisses du comté. Le discours d'ouverture fut prononcé par le maire Aristide Richaud. Vers 6 heures, tous se retirèrent très satisfaits d'avoir passé un si agréable après-midi. Nous profitons de cette occasion pour remercier les personnes qui ont eu la bonne initiative de cette organisation et aussi celles qui y ont pris part. Extrait du cahier Notre-Dame-du-Nord de la Société nationale des Québécois de l'Abitibi-Témiscamingue. La fête nationale n'est pas passée inaperçue dans le Témiscamingue. Vendredi dernier, une foule de près de 3500 personnes se rendait à Notre-Dame-du-Nord. La célébration commença par un office religieux à l'église paroissiale. La messe fut célébrée à 9h30 par M. l'abbé Louis-Charles Côté, curé de Beauchastel et Vins. Immédiatement après la cérémonie, commença le programme sportif, qui avait lieu dans un endroit idéal, le parc Notre-Dame. Comme nous le disions plus haut, près de 3500 personnes étaient venues de toutes les parties du Témiscamingue et du Nord ontarien. La plus grande partie des assistants prirent le souper sous bois dans un bocage d'une propreté méticuleuse, spécialement préparé pour accommoder les pique-niqueurs. Le soir, les visiteurs et les paroissiens se pressaient au sous-sol de la salle paroissiale, église, pour assister à une séance dramatique présentée par un groupe de jeunes filles. Parmi les invités, il y avait messieurs les curés des paroisses environnantes, religieux et religieuses, députés, etc. Les jeunes filles jouèrent avec succès un grand drame évangélique, en 4 actes. On remarqua tout particulièrement l'excellente diction des actrices. Les rôles étaient remplis par Mademoiselle L. Beauséjour, T. Houle, M. Rivard, C. Martel, C. Ranger, Marcel Cazat, M. P. Lacasse, L. Morin, I. Larouche et T. Gervais. Outre la pièce, le programme comprenait une partie musicale exécutée par messieurs Haut-la-Montagne, Jules Ranger, L. Léopold Larouche et Mademoiselle L. Beauséjour. Messieurs Neil E. Larivière, député, et Julien Morissette de la Frontière prirent à tour de rôle la parole et firent un exposé sur notre fête nationale. La veillée se termina par le chant de l'hymne national. Extrait du journal Le Témiscamien du 6 juillet 1983. Texte de Jolene Lalonde. Une soixantaine de compétiteurs professionnels d'autocross se sont rendus en fin de semaine dernière à Notre-Dame-du-Nord afin de participer au premier défi international d'autocross 50. Outre la spectaculaire performance de l'Américain Scott Taylor, qui fut couronné champion de la fin de semaine, il faut noter l'exploit du jeune coureur de Val-d'Or, Marcel Fournier, qui a remporté la classe motocross. Alain Allaire et Gary Auclair terminaient cette épreuve à sa suite et offrirent également un spectacle enlevant. Par ailleurs, Gordon Zima terminait premier dans la classe autocross 1600 cc, Rocky Newton et Réal Vaillancourt le talonnaient. Ernie Jakubowski raflait la première place des 1600 cc modifiés, Gary Larson et Scott Taylor le poursuivaient et terminaient respectivement deuxième et troisième. Pour la catégorie 4 roues motrices, les honneurs revinrent à Kurt Leduc, lequel était suivi de Joe Janis et de Roy Crabb. La compétition des 3 roues ATC a couronné Robert Picotte au premier rang et Denis Lefebvre au deuxième. Enfin, dans la catégorie amateur, Paulo Voineau et Jerry Dussault ont fait leurs premières armes et se méritaient respectivement la première et la deuxième place. Ces 2 compétiteurs résident à Notre-Dame-du-Nord, ville hôtesse. Le succès du premier défi international d'autocross pourrait être qualifié d'éblouissant. Le comité organisateur était soutenu par une armée de bénévoles, lesquels n'ont rien ménagé pour que le spectacle soit de qualité. Certains ont travaillé durant toute la nuit du samedi au dimanche pour effectuer certains réaménagements de la piste. Le seul impondérable était la température et il a fait très beau. Aussi, le soleil a invité les spectateurs à se rendre massivement au rendez-vous. On estime à près de 10 000 personnes l'assistance de toute la fin de semaine. Extrait du journal Le Témiscamien, 28 décembre 1983, un texte de Jolene Lalonde. Février nous ramène à chaque année l'important tournoi de hockey intermédiaire de classe ouverte à Gig.
Cette année, plus que jamais, la compétition sera vive et les amateurs de hockey en auront plein la vue. Le comité organisateur du tournoi a mis ses activités en branle pour que le spectacle soit impeccable. À chaque année, le tournoi permet aux amateurs de se payer une bonne traite de hockey. On le fait par plaisir et pour le plaisir, nous confiait Martial Dupuis, président du comité. Le tournoi aura lieu les 23, 24, 25 et 26 février. Ce tournoi offre, comme on le sait, de généreuses bourses du commanditaire principal Molson. Cette année, les équipes se partageront 7 000 $ en bourse et 3 000 $ en prix. On comprendra par l'importance de ces prix que des équipes n'hésitent pas à franchir de très longues distances pour participer à la compétition. Dès le 10 janvier, les noms des équipes devraient être officiellement connus. 10 formations participeront en catégorie 3A et 12 équipes se feront la lutte dans la catégorie 2A. Martial Dupuis a particulièrement invité des équipes de Détroit, Toronto, Ottawa, Kirkland et Timmins dans le A. Déjà, le Devils de Kirkland Lake a confirmé sa présence à Gig. Cette équipe est d'un calibre tel qu'elle pourrait normalement remporter la victoire sur l'équipe de Hamilton, championne l'an dernier. Par ailleurs, on accueillera sans doute des équipes du Témiscamingue, de l'Abitibi et de l'Ontario en classe B. Comme cela est maintenant devenu une tradition, le comité organisateur a fait appel à des arbitres dont la compétence est reconnue provincialement pour officier les joutes. La planification de ce tournoi, qui aura lieu fin février, nécessite la collaboration d'une imposante équipe de bénévoles. Environ 125 travaillent lors du week-end du tournoi, soit à l'organisation technique des matchs ou à la vente de la boisson, des billets à l'entrée ou à la restauration. Les profits du tournoi sont toujours réinvestis en entier dans l'année qui suit pour des rénovations au Colisée. C'est ainsi que l'on a rénové les bandes, baies vitrées, amélioré la chambre froide, l'accès au deuxième étage du Colisée, etc. L'an dernier, le tournoi a rapporté 10 500 $ en profit net. En 7 ans, c'est pas moins de 60 000 $ que le comité organisateur du tournoi a réinvesti en réfections de toutes sortes à l'aréna. Et l'on a encore des projets pour que les coffres soient vidés une fois de plus en 1984. Voilà donc un tournoi à ne pas manquer et une équipe de bénévoles à encourager les 23, 24, 25 et 26 février 1984. Voici un extrait de Regarde, j'ai tant à te dire l'histoire. Le 12 août 1981 avait lieu à Gig une réunion informelle dans le but de former un club regroupant les amateurs de chevaux. Le 11 octobre suivant se tenait la première réunion du club d'équitation Martinique, lequel devait son nom au centre équestre Martinique. Ce club avait pour but initial de rassembler les adeptes des sports hippiques à Gig. Les représentants de l'exécutif ainsi que de nombreux membres voulurent organiser une activité qui regrouperait les amateurs de chevaux et plus particulièrement les adeptes de gymkhana. C'est donc les 14 et 15 août 1982 que prenait vie l'ancêtre de notre festival western, qui à l'époque s'appelait Rodeo 82. Au cours des années qui suivirent, ce festival prit de l'ampleur, jusqu'à s'étaler sur 4 jours et y attirer plus de 6 000 visiteurs, dont une bonne partie vient de l'extérieur de la région. Ainsi, ce qui n'était au début qu'une rencontre d'amateurs de chevaux est devenu le plus gros événement estival de Gig. Les fondateurs, Monique et Martin Herbette, ont donné à plusieurs de nos concitoyens la passion des chevaux. Propriétaires du centre équestre Martinique, ils nous ont fait découvrir le plaisir des randonnées à cheval. C'est ainsi que plusieurs résidents de Gig ont acquis l'une de ces magnifiques bêtes. Le Festival Western de Gig existe depuis 15 années. Une foule de bénévoles se sont impliqués dans sa préparation et ont contribué à son expansion. Entre autres, 6 présidents et présidentes se sont succédés. Noël Lessard, 1981-1982, Mario Herbette,
1982 à 1984, Martin Herbette, vice-président, 1984-1985, Denise H. Roy, 1985 à 1987, Michel Bérubé, 1987 à 1992, Denis Paquin, 1992 à 1994, et Guylaine Lemire, 1994 à 1996. Ces personnes, soutenues par leur exécutif, ont su, à force de persévérance, de bénévolat et d'amour, donner à notre festival l'ampleur qu'il connaît aujourd'hui. Lors du Festival Western, on peut remarquer les décors érigés sur les propriétés et l'implication de nombreux bénévoles de notre paroisse. Rares sont les municipalités qui investissent autant dans un événement populaire. Préservons cette fierté et poursuivons nos efforts pour faire du Festival Western de Guigues une fête qui nous ressemble, à la fois accueillante et chaleureuse. Voici un extrait de La Minerve, volume 21, numéro 1, février 2011, préparé par la Société d'histoire du Témiscamingue. Exposition à la Caisse populaire des jardins de la Forêt enchantée. Les 60 ans de CKVM et les anniversaires de paroisse. CKVM, poste de radio locale, fête ses 60 ans. Les municipalités de Nédélec et de La Tulipe fêtent leurs 100 ans, tandis qu'à Rimini, c'est le 75e anniversaire de la paroisse. Des photos du poste de radio, ses activités et des photos du début des différents villages ont été exposées. Au Centre des archives, nous avons reçu pas moins de 206 chercheurs. La plupart des chercheurs proviennent du Témiscamingue, soit 93 %. Les autres proviennent de l'Abitibi, 4 %, Montréal et les environs 1 % et 2 % du nord de l'Ontario. Les anniversaires des paroisses ont apporté un bon achalandage dans nos locaux. Extrait de La Minerve, volume 22, numéro 1, février 2012, produit par la Société d'histoire du Témiscamingue. Les fêtes populaires occupent une place importante dans les activités de loisirs. Chaque village compte sa propre fête qui se tient à une date précise. Celle de Fugerville s'avère l'une des plus populaires de la région. Il s'agit du bal des foins qui, de 1960 à 1984, attire de nombreuses personnes venues de tous les coins du Témiscamingue, de l'Abitibi et du nord de l'Ontario. Cette activité se déroule pendant la dernière fin de semaine du mois de juillet, marquant ainsi la fin de la période des foins pour les agriculteurs. Le premier site du bal des foins, en 1960, s'élève dans la cour de l'actuel hôtel Bar-Salon 382. Sur le terrain, on retrouve des kiosques. Les gens peuvent aussi faire des tours de charrette et on couronne le tout par une soirée dansante. La deuxième année, les organisateurs construisent un stand de danse, une première au Témiscamingue. Parmi les premiers organisateurs, mentionnons les Marcotte, Murray, Larivière et autres. Après 2 ans, le bal des foins change de site pour se retrouver près du terrain de baseball sur l'ancien terrain de la fabrique. La compagnie Paradis et Fils fournit le bois pour la construction des kiosques. 8 kiosques s'élèvent au début sur ce nouvel emplacement et d'autres s'ajoutent au fil des ans. Un bar aussi est construit. Les premiers temps, les activités se déroulent pendant une seule journée pour ensuite s'étirer sur toute la fin de semaine. Le nombre d'activités s'accroît. Ainsi s'ajoutent une tire de chevaux, du souk à la corde, des tournois de fer, de baseball, des rallyes d'auto ou de tracteurs, des danses avec orchestre, un bingo et de nombreux jeux de hasard. Les profits générés par le bal des foins sont réinvestis dans la localité. Ainsi, le comité du bal des foins donne l'argent nécessaire à la municipalité pour qu'elle achète un camion à incendie. Également, il finance la construction d'une salle de quilles, de concert avec la municipalité. Les divers organismes de Fugerville bénéficient tous au fil des ans des profits engendrés par le bal des foins. Équipements et habits au club de baseball et de hockey, machines pour faire les sentiers du club de motoneige, dons à la fabrique pour la rénovation de l'église. Les dames fermières se voient confier le kiosque de nourriture et avec les profits, elles assurent leur fonctionnement pour l'année. Puis, après 20 ans de fonctionnement, le comité du bal des foins se dissout.
La tenue d'activités à grand déploiement au niveau régional a fait perdre au bal des foins de sa popularité. Le bal des foins laisse de bons souvenirs aux gens de Fugerville et de tout le Témiscamingue. Voici un extrait du journal Le Reflet, 28 janvier 2014, article de Francis Prudhomme. L'idole d'un peuple. Voilà ce que représentait Maurice Richard pour les Canadiens français. Alors, imaginez lorsqu'une légende de sa trempe se déplace en région. Les foules accourent pour pouvoir le voir de leurs propres yeux. Après quelques recherches, nous avons pu certifier 2 visites de Maurice Richard au Témiscamingue. La première, à l'été 1955, soit quelques mois seulement après la célèbre émeute provoquée par sa suspension, pour l'ouverture du garage FINA de Ville-Marie. La seconde s'est déroulée en 1962 pour l'inauguration de la première aréna du Témiscamingue, celle de Guigues. Claude Hallé se rappelle du passage de Maurice Richard en 1955, alors qu'il était dans la fin de la vingtaine. Il était venu ici inaugurer le garage FINA. C'était Jean-Paul Cholette qui était propriétaire à cette époque. Maurice Richard avait été reçu par le maire. Tout le monde s'était rassemblé devant le garage pour le voir. Maurice Richard, c'était l'idole de bien du monde. Dans ce temps-là, nous écoutions le hockey à la radio. Se remémore M. Hallé. Un autre passage fort remarqué de Maurice Richard au Témiscamingue fut lors de l'inauguration de l'aréna de Guigues en 1962. Edmond Drolette est celui qui s'est occupé du Rocket pendant son séjour ici. Je le suivais partout. Je le présentais à tout le monde. Il disait qu'il était venu ici pour les enfants. Nous avions demandé une personnalité pour inaugurer l'aréna. J'avais été le chercher à Earlton. Il était l'invité d'honneur et le maître de cérémonie. Il a passé les 2 jours avec moi. Lors du match d'ouverture, c'est Maurice Richard qui était l'arbitre. L'aréna était bien pleine. Raconte M. Drolette. Edmond Drolette se rappelle que Maurice Richard avait séjourné à l'hôtel Paquin à cette occasion. À l'époque où il était un joueur vedette dans la Ligue nationale de hockey, Maurice Richard était reconnu pour sa fougue et son désir de vaincre, qui passait devant son propre bien-être. L'équipe passait avant l'individu. M. Drolette avait une anecdote qui illustre à merveille le caractère de l'homme. Une fois à l'hôtel, Maurice Richard m'a montré ses jambes. Elles étaient couvertes de bleu et de coupures. Je lui ai demandé comment il faisait pour jouer au hockey comme ça. Il m'avait répondu que ça ne le dérangeait pas du tout. Il faut donc retenir que les passages de Maurice Richard au Témiscamingue auront fait courir les foules et que ceux qui l'ont côtoyé se souviennent de lui comme une personne humble et disponible pour ses admirateurs. Extrait de Sainte-Eugène-de-Guigues, 1911-2011, 100 ans au cœur des gens. En décembre 2005, une première rencontre a lieu avec des représentants des différents organismes de Sainte-Eugène. Guy Robert explique alors que la Chambre de commerce souhaite tenir un événement regroupant le maximum de personnes et d'organismes de la paroisse. Une activité spécifique à Sainte-Eugène-de-Guigues où l'on réserve un temps pour accueillir les nouveaux arrivants et remercier certaines personnes pour leur implication et leur dévouement. Cette rencontre fait naître la kermesse. Cette fête d'hiver offre aux petits et aux grands la possibilité de participer à diverses activités. Ce sont des concours de glissade, des compétitions de forteresse de neige, une chasse au trésor, une promenade en traîneau et des activités sur la patinoire. Le domaine culturel occupe aussi une place importante par l'exposition d'œuvres de nos artistes et artisans locaux. Par la suite, la population converge vers le centre récréatif afin d'y déguster un repas convivial et bien animé. Après le souper, une soirée spectacle termine cette journée de festivités. C'était Histoire Mont-à-Mot, une production de TV Témis avec les voix de Odette Caron, comédienne et coordonnatrice du domaine Breen. Mathieu Bourque, comédien amateur. Ghislain Roberge, acteur, animateur et metteur en scène. Annie Larivière, directrice générale de CKVM à Radio-Témiscamingue. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre d'une mesure du Plan culturel numérique du Québec.